Janvier 1945 marquait le début de la 6e année du conflit le plus sanglant et le plus destructeur de l'histoire humaine. En Europe, l'optimisme euphorique de gagner la guerre avant Noël, que les Britanniques et les Américains avaient cru une possibilité distincte en septembre 1944, s'était évaporé face à la résistance acharnée des Allemands. La progression des armées commandée par le général Dwight D. Eisenhower, commandant suprême allié en Europe, avait été gravement affectée par des difficultés d'approvisionnement et l'arrivée d'un hiver rigoureux, et bien que les Alliés se soient convaincus qu'une victoire décisive était maintenant à leur portée, la course pour Berlin allait encore demander beaucoup d'efforts pour être gagnée. Alors que les troupes russes, britanniques et américaines se rapprochaient de toujours plus de la capitale allemande, les premiers mois de 1945 verraient certaines des batailles les plus brutales de la Seconde Guerre mondiale, alors que la lutte contre les puissances de l'Axe s'intensifiait. C'était également vrai dans le Pacifique, où la lutte pour vaincre l'armée impériale japonaise se poursuivait. Les forces alliées se préparaient à une attaque sur le Japon continental et à l'échelle mondiale, il y avait un sentiment croissant d'espoir que la guerre serait bientôt terminée. Mais alors que les troupes nazies et japonaises refusèrent de reculer, combattant avec acharnement même face à la défaite, il restait encore des mois de combats à venir, avec beaucoup plus de vies destinées à être perdues avant que la victoire puisse être célébrée. De plus, alors que les pensées se tournaient vers la reconstruction de l'Europe dans l'après-guerre, les fissures commençaient vraiment à apparaître entre les trois grandes puissances alliées, les principes démocratiques de l'Amérique et de la Grande-Bretagne étant en contradiction directe avec la Russie et le régime communiste brutal de Joseph Staline. La course pour Berlin n'était plus seulement une question de défaite d'Adolf Hitler, mais aussi une clé pour la division du territoire dans l'après-conflit. Mais pour l'instant, il restait encore beaucoup de terrain à couvrir avant que la guerre puisse être gagnée. Alors que la nouvelle année 1945 commençait en Europe, tous les regards étaient tournés vers la bataille des Ardennes qui faisait toujours rage. 2 semaines auparavant, le 16 décembre, un secteur calme et peu peuplé de la ligne de front américaine à la frontière belgo-allemande avait été soudainement déchiré par une offensive nazie massive. Les collines et les bois des Ardennes, théâtre de la grande offensive de Blitzkrieg de l'Allemagne en mai 1940, résonnaient à nouveau du bruit de l'artillerie et du grincement des chenilles de Panzer, alors que le dernier pari désespéré d'Adolf Hitler à l'ouest commençait. Alors que les Allemands poussaient en Belgique, l'objectif immédiat de Hitler était la rivière Meuse, mais le véritable prix stratégique était le port d'Anvers qui se trouvait encore à 80 miles de là. La perte de ce centre d'approvisionnement vital aurait signifié une catastrophe pour les armées d'Eisenhower, mais il y avait aussi un aspect plus sinistre à la campagne, alors que Hitler visait à encercler les troupes américaines et à les détruire. Avec seulement 3 divisions d'infanterie américaines faisant face à un demi-million de soldats allemands, soutenus par près de 1000 chars et canons d'assaut, l'attaque surprise fut un succès stupéfiant. Malgré la résistance acharnée des troupes américaines à l'assaut nazi, après 7 jours de combat, l'opération Watch on the Rhine a littéralement créé une saillie dans la ligne de front américaine qui était large de 50 miles et profonde de 40 miles. C'est ainsi que la bataille des Ardennes a été nommée. Mais au fur et à mesure que les jours passaient et que les renforts alliés affluaient pour défendre la zone, Hitler a vite découvert qu'en dépit d'un avantage initial, il avait sous-estimé la force de l'ennemi.
Avant longtemps, les commandants des 5e et 6e armées, SS Panzer, ont réalisé que leurs troupes n'étaient tout simplement pas assez fortes pour atteindre Anvers ou même la Meuse. Avec le carburant qui s'épuisait et les bombardiers alliés qui pilonnaient leur route d'approvisionnement, l'avance de la 6e armée SS Panzer a été stoppée. Et le jour de Noël, l'offensive dans les Ardennes avait perdu de sa vigueur. Pendant ce temps, de l'autre côté du globe, les partenaires de l'axe d'Hitler, les Japonais, continuaient à lutter contre l'avance alliée et à la fin de 1944, l'Empire du Japon se réduisait rapidement sous la pression. En Birmanie du Nord, une armée britannique impériale dirigée par le général Bill Slim, soutenue par la puissance aérienne américaine, avait lancé une offensive pour reprendre tout le pays. Et plus à l'est, de puissantes forces amphibies américaines basées dans les îles Mariannes et en Nouvelle-Guinée avaient envahi Leyte dans la chaîne d'îles Philippines, longue de 1000 miles. La marine américaine avait aussi quelques comptes à régler. Et lors de la bataille du golfe de Leyte qui a suivi, ils ont réussi à anéantir la majeure partie de la marine japonaise, y compris tous ses porte-avions restants. Pour la satisfaction des commandants américains, la victoire a vu l'attaque sur Pearl Harbor enfin vengée. En novembre 1944, le Japon continental commençait également à ressentir la colère des Américains de première main. Depuis des aérodromes dans les îles Mariannes, à 1400 miles de là, d'énormes bombardiers B-29 Super Fortress à longue portée ont lancé leur premier raid sur Tokyo et d'autres villes japonaises. La prochaine étape de la campagne du Pacifique était en cours et la planification a maintenant commencé pour une attaque complète sur le continent japonais, alors que des préparatifs étaient en cours pour envahir les îles d'Iwo Jima et d'Okinawa. Et tandis que les Américains étaient insatisfaits de leur progrès dans le Pacifique, loin à Moscou, le dictateur soviétique Joseph Staline était également très satisfait de la façon dont la guerre se déroulait. Alors que les Britanniques et les Américains luttaient pour contenir les panzers d'Hitler dans les Ardennes, l'armée rouge était occupée à renforcer ses réserves pour une nouvelle offensive massive en Pologne centrale. L'objectif principal des Soviétiques était de cibler les mines de charbon et les aciéries de Haute-Silésie, la région industrielle la plus orientale de l'Allemagne. Cependant, sentant la victoire finale dans l'air, Staline avait ses vues sur Berlin. Et la façon dont les choses se passaient, l'armée rouge y arriverait des mois avant les Britanniques et les Américains. Le 1er janvier, jour de l'an 1945, sur une douzaine de champs de bataille dispersés à travers le globe, ce n'était qu'une autre journée de mort et de destruction. En Europe de l'Ouest, la bataille se poursuivait dans les Ardennes. La tentative nazie pour Anvers dans le nord avait échoué lamentablement, mais la 5e armée Panzer qui avait déferlé à travers les Ardennes centrales continuait à se battre pour le contrôle de Bastogne. C'était l'une des rares villes belges où le réseau routier des Ardennes convergeait et si elle était capturée, cela ouvrirait la voie vers la Meuse. Malheureusement pour les nazis, les Américains qui défendirent la ville appartenaient à la 101e division aéroportée, qui étaient très probablement les meilleurs soldats de toute l'armée américaine. À la fin décembre,
Ils avaient été rejoints par 3 divisions de la 3e armée américaine envoyées par le lieutenant-général George Blood and Guts Patton. Stimulés par leur flamboyant commandant d'armée qui leur ordonna de conduire comme l'enfer. Les chars et l'infanterie motorisée réussirent à percer les lignes de la 5e armée Panzer et entre Noël et le Nouvel An, Bastogne avait été arrachée aux Allemands. Cependant, la bataille des Ardennes était loin d'être terminée car les batailles les plus sanglantes de la guerre d'hiver dans les Ardennes étaient encore à venir. Refusant d'abandonner le combat en janvier 1945, la 5e armée Panzer lança de nouvelles attaques sur les forces américaines, désormais fortes de 6 divisions. Hitler avait également d'autres plans qu'il espérait briser les défenses alliées et en milieu de matinée le jour de l'an, des centaines de bombardiers de la Luftwaffe rugissaient à basse altitude au-dessus de la Belgique et des Pays-Bas méridionaux. La contribution du chef de la Luftwaffe, Hermann Göring, à l'offensive terrestre dans les Ardennes, l'opération Baspleit, était enfin en cours. À basse altitude au-dessus de la campagne, les attaquants arrosaient les aérodromes de tirs et de bombes et en quelques heures, 465 avions britanniques et américains avaient été détruits ou gravement endommagés. Cependant, le coût pour les aviateurs de Göring avait été extrêmement élevé. 277 avions allemands avaient été abattus, et alors que les forces aériennes alliées pouvaient facilement remplacer les avions qu'elles avaient perdus, la Luftwaffe trouverait pratiquement impossible de remplacer ses pilotes de chasse morts. C'était sans aucun doute une journée de Nouvel An chargée pour les nazis car de violents combats éclatèrent également le long du front allié entre la rivière Saar et la Suisse, alors que l'opération Northwind, la dernière offensive de Hitler à l'ouest, commençait. Prévu pour exploiter les difficultés rencontrées par Eisenhower dans les Ardennes, les troupes de 2 groupes d'armées allemandes se sont jetées sur des positions tenues par des troupes américaines et françaises sur un front de 70 miles en Alsace-Lorraine. Cependant, contrairement à la surprise de l'offensive des Ardennes, cette fois les Alliés étaient de préparés. Et bien que les Allemands aient réussi à gagner du terrain, ils n'ont pas atteint leur objectif. Ayant échoué à détourner les troupes alliées des Ardennes vers le front plus au sud, en Alsace-Lorraine, d'ici le 6 janvier, les Allemands avaient abandonné tout espoir de capturer Bastogne, ce qui donna à Eisenhower l'occasion de rassembler ses forces sur les 2 flancs de la Bosse. Dans le nord, les troupes américaines et britanniques étaient sous le commandement du maréchal Sir Bernard Montgomery avec le 21e groupe d'armées et dans le sud, la 3e armée américaine était sous le commandement de Patton. Ordre fut donné par Eisenhower de lancer une attaque convergente sur les Allemands dans la Bosse. Leur objectif immédiat était la ville carrefour de Houffalize. Seulement 25 miles séparaient les troupes de Montgomery et de Patton, mais alors que les températures plongeaient en dessous de 0 et que le rude hiver s'installait, les progrès furent bientôt réduits à seulement 1 mile par jour. Les routes gelées ralentissaient les chars et les unités motorisées, l'huile de moteur gelait et les fantassins découvraient que leurs fusils et mitrailleuses ne fonctionnaient pas. Il y avait aussi le risque supplémentaire de mines terrestres plantées dans la neige qui devenait une autre menace sérieuse.
Alors que l'infanterie alliée n'était pas habituée à avancer à travers des congères profondes et des routes gelées, les Allemands avaient eux déjà connu des conditions météorologiques hivernales extrêmes en Russie et étaient beaucoup mieux préparés pour les conditions glaciales. Même ainsi, malgré les problèmes que le temps hivernal posait pour les Alliés, même Hitler a vite réalisé que la partie dans les Ardennes était terminée. Le 8 janvier, il donna à ses commandants de première ligne la permission d'abandonner la Bosse à l'ouest de Houffalize. Et 7 divisions de Panzer, gravement endommagées, se retirèrent à travers la ville alors que l'artillerie alliée pilonnait leur ligne de retraite. Alors que les troupes sous le commandement de Montgomery et Patton poursuivaient leur poursuite obstinée des forces allemandes en retraite, d'ici le 16 janvier, ils avaient repris Houffalize et à la fin du mois, le front allié était revenu exactement là où il avait été 6 semaines plus tôt. Le pari de Hitler dans les Ardennes avait échoué et la veille sur le Rhin avait entraîné une perte de vie dévastatrice des deux côtés. Les Allemands avaient subi 91 000 pertes et bien que les Alliés aient remporté l'offensive, ils n'avaient guère mieux réussi. Parmi les forces américaines, les pertes étaient choquantes, atteignant 89 000, dont 19 000 étaient des décès. Alors que les corps étaient de compter, la bataille des Ardennes s'est révélée être la campagne américaine la plus coûteuse de la Seconde Guerre mondiale. De plus, l'engagement a non seulement pris son péage en termes humanitaires, car pour le haut commandement anglo-américain, il a ouvert plusieurs vieux griefs qui avaient été en gestation pendant un certain temps. Juste 4 jours après le début de l'offensive des Ardennes, en 1944, Eisenhower avait ordonné à Montgomery de prendre temporairement le commandement de toutes les forces britanniques et américaines sur le côté nord de la Bosse. Militairement, la décision était parfaitement logique, car l'offensive allemande avait perturbé la structure de commandement américaine existante, mais tout le monde n'était pas satisfait de l'arrangement. Le général américain Omar Bradley, qui était réputé pour bien s'entendre avec tout le monde, détestait intensément Montgomery, ayant eu des difficultés à travailler avec lui par le passé, protesta vigoureusement. Et bien que Montgomery ait rapidement apporté la stabilité au côté nord de la Bosse, son attitude autocentrée a contrarié et agacé les Américains. Après avoir dit aux généraux américains que leur stratégie de front large était à blâmer pour la crise actuelle, il a continué à les exaspérer encore plus lors d'une conférence de presse le 7 janvier en donnant l'impression qu'il les avait seuls sauvés du désastre. Furieux de rage, Bradley et Patton ont menacé de démissionner à moins que Montgomery ne soit retiré du commandement du saillant nord. Pour maintenir la paix, Montgomery s'est finalement excusé pour ses remarques maladroites, ce qui a sécurisé sa position, mais le mauvais sentiment a persisté alors que l'accent se déplaçait vers la direction stratégique de la campagne. Les Britanniques, y compris Montgomery, avec le soutien de Churchill et de ses conseillers militaires, ont continué à plaider en faveur d'une poussée rapide et étroite visant la capitale allemande Berlin. Cependant, Eisenhower n'était pas prêt à mettre en œuvre une telle stratégie, étant très conscient du grand nombre d'hommes qui seraient perdus dans le processus, d'autant plus que les troupes américaines étaient désormais plus nombreuses que les Britanniques en Europe du Nord-Ouest par plus de 3 à 1. Pendant ce temps, dans le camp soviétique, Joseph Staline avait son propre agenda. Depuis août 1944, de puissantes forces allemandes avaient maintenu les soviétiques bloqués en Pologne centrale à 500 miles à l'est de Berlin. Par conséquent, au lieu de pousser vers la capitale nazie, Staline avait choisi d'envahir les États balkaniques en Europe du Sud-Est.
Balayant les forces allemandes moins puissantes, les troupes soviétiques ont déferlé en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie, envahissant les champs pétrolifères de Ploesti-Vito pour l'économie de guerre nazie et déclenchant l'effondrement des régimes pro-nazis à Bucarest et Sofia. En novembre, Belgrade, la capitale yougoslave, était tombée aux mains de l'armée rouge et des partisans communistes locaux. Mais le mois suivant, les forces soviétiques avançant à travers les plaines hongroises ont été empêchées de prendre la capitale Budapest alors que l'armée hongroise, soutenue par de forts renforts allemands, ont riposté avec fureur. Mais tout le temps, le haut commandement allemand avait observé l'armée rouge verser des renforts derrière son front sur la rivière Vistula, en Pologne centrale, avec une anxiété croissante. Le groupe d'armée A, les soldats allemands responsables de la défense de ce secteur, ne pouvaient rassembler que 400 000 hommes et un peu plus de 1000 chars. C'était une situation désespérée et fin décembre, le chef d'état-major de l'armée, le colonel général Heinz Guderian, a supplié Hitler d'arrêter l'offensive des Ardennes et d'envoyer plus de renforts sur le front de l'Est. Le Führer nazi a ignoré la demande et était plus coupé de la réalité de la situation qui se détériorait que jamais. Lorsqu'au début de la nouvelle année, il a reçu un rapport des services de renseignement militaire allemands identifiant pas moins de 225 divisions d'infanterie et 22 corps blindés dans l'ordre de bataille de l'armée rouge sur le front de l'Est, il s'est exclamé « Qui est responsable de la production de toutes ces absurdités ? Qui qu'il soit, il devrait être envoyé dans un asile de fous. » En fait, l'armée rouge surpassait en nombre les 400 000 soldats allemands du groupe d'armée. A par 5 à 1 et le 12 janvier, l'offensive soviétique tant attendue a commencé. Alors qu'un barrage d'artillerie féroce brisait le calme, au cours des 72 heures suivantes, 3 groupes d'armées soviétiques, composés de quelques 3 millions de soldats, 10 000 chars, 21 000 pièces d'artillerie et 7 000 avions, ont éclaté de leur tête de pont sur la Vistula. Leur objectif principal était le bassin houillé et les aciéries de Haute-Silésie, la seule zone industrielle allemande qui avait largement échappé aux bombardements alliés. Mais Staline et ses conseillers militaires les plus proches avaient également un prix beaucoup plus grand en tête. Ils étaient redéterminés à arriver à Berlin avant les Britanniques et les Américains. Trois commandants soviétiques notoires avaient reçu la tâche de mener l'armée rouge vers la capitale allemande et de réaliser les espoirs et les rêves de Staline. Le maréchal Konev, le maréchal Rokossovski et le commandant de champ de bataille le plus célèbre de l'armée soviétique, le maréchal Zhukov. Ensemble, ils se précipiteraient vers l'ouest à travers le paysage polonais déchiré par la guerre, se rapprochant de Berlin jour après jour. Le 17 janvier, la capitale polonaise en ruine, Varsovie, avait été saisie par les nazis. Et alors que l'armée rouge continuait d'avancer, bientôt les civils allemands de toutes les provinces orientales du Reich ont commencé à fuir.
Alors que plus de territoires tombaient, les gardes nazis qui dirigeaient les camps de travail et de concentration ont également commencé à rejoindre l'exode vers l'ouest, et avec eux sont venus des centaines de milliers de travailleurs esclaves juifs. Affamés et rongés par la maladie, des milliers mouraient tragiquement alors qu'ils marchaient vers l'ouest à travers la neige. Beaucoup de ces figures dépenaillées venaient du camp notoire d'Auschwitz, qui allait bientôt être libéré par les soviétiques. Seuls quelques milliers de prisonniers restaient lorsque les soldats russes sont arrivés le 27 janvier 1945. Et lorsque les ruines des chambres à gaz et des crématoriums ont été découvertes, l'ampleur véritable des atrocités inimaginables commises par les nazis a été révélée. Au moins 1,5 million de personnes étaient mortes à Auschwitz, et pour ceux qui libérèrent le camp, c'était sans aucun doute une expérience troublante et dérangeante de marcher dans ces murs. Cependant, alors que l'avance impitoyable des soviétiques se poursuivait, le règne de terreur d'Hitler touchait clairement à sa fin. Alors que l'armée rouge continuait sa marche vers l'ouest, à l'horreur et au désarroi des nazis, les Russes ont rapidement franchi ce qui avait été la frontière germano-polonaise d'avant-guerre. Le 31 janvier, l'avant-garde de Zhukov a atteint la rivière Oder à Kostrine. Et le 13 février, le premier front ukrainien de Konev les a rattrapés et s'est creusé pour créer un front de 50 miles de large le long de la rivière Ness. En seulement 4 semaines, l'armée rouge avait avancé de 450 miles et les troupes soviétiques étaient maintenant à seulement 50 miles de Berlin. Avec pratiquement toute l'Europe de l'Est sous contrôle soviétique, Staline était d'humeur confiante et en position de force. Il ne faisait aucun doute que l'Allemagne était sur le point d'être vaincue. Et tandis que la Grande-Bretagne et l'Amérique tenaient toujours leur position à l'ouest, Churchill et Roosevelt étaient désireux de discuter de la phase finale du conflit et de la manière de rétablir l'ordre dans l'Europe d'après-guerre. Au début de février, Staline a persuadé Churchill et Roosevelt de se rendre en Union soviétique pour le rencontrer dans la station balnéaire de la mer Noire de Yalta en Crimée. Le président américain était désireux de cultiver et de consolider les relations avec le leader soviétique, mais sous son extérieur jovial, alors que Winston Churchill arrivait à l'aéroport, il nourrissait une profonde méfiance à l'égard des intentions de Staline. Néanmoins, des accords devaient être conclus et, mettant de côté les opinions personnelles, le 4 février, les trois grands et leurs principaux conseillers militaires et diplomatiques se sont assis à la table pour un intense tour de négociations qui durerait 8 jours complets. Ironiquement, la Pologne, la nation que Hitler avait envahie en 1939, forçant la Grande-Bretagne et la France à déclarer la guerre à l'Allemagne, était en tête de l'ordre du jour. Churchill insistait pour des élections libres et équitables pour les Polonais. En fait, lui et le président américain étaient d'accord pour dire que tous les pays européens libérés et les anciens pays de l'Axe devraient avoir le droit à des élections démocratiques. De plus, il était d'une importance capitale pour Roosevelt de s'assurer que Staline rejoigne le nouvel ordre mondial, les Nations Unies, et d'obtenir son aide dans la guerre contre le Japon. Le dirigeant soviétique a accepté de participer à la guerre contre le Japon impérial, 3 mois après la défaite de l'Allemagne, et a également accepté de rejoindre les Nations Unies. Cependant, il a demandé un prix élevé en retour pour son aide dans la guerre du Pacifique. Pour commencer, Staline voulait la reconnaissance des intérêts soviétiques en Mongolie et en Mandchourie, qui faisaient nominalement partie de la Chine. Il voulait également avoir accès à Port Arthur en Corée et posséder les îles Kouril, alors occupées par les Japonais.
Les chefs militaires de Roosevelt avaient de nombreuses réserves quant à l'acceptation de telles demandes, mais malgré tout, leur président a accepté chaque demande. À la fin de la conférence de Yalta, Staline avait obtenu exactement ce qu'il voulait, mais ce n'est qu'après la fin de la guerre que la Grande-Bretagne et l'Amérique réaliseraient qu'un monde démocratique et libéral était la dernière chose à l'esprit du dirigeant soviétique. Sous son contrôle, l'Europe de l'Est serait rapidement engloutie dans le régime communiste. Cependant, entrant dans la phase finale de la guerre et considérant l'avenir de l'Allemagne, les trois grands étaient tous d'accord. Ils n'accepteraient rien de moins qu'une reddition inconditionnelle. Avec l'armée rouge prête à attaquer Berlin depuis l'Est, Staline a demandé que les Britanniques et les Américains fournissent une aide pratique à ses troupes. De lourds bombardements alliés sur les centres ferroviaires de l'Est de l'Allemagne interrompraient l'arrivée des renforts nazis sur le front pour faire face aux groupes d'armées de Zhukov et Konev. Comme des milliers de bombardiers étaient disponibles pour le service en première ligne en Angleterre et en Italie, c'était une demande que les Britanniques et les Américains pouvaient facilement satisfaire. Et comme les équipes militaires présentes à Yalta ont accepté la demande soviétique d'assistance, une cible se démarquait sur les cartes des chefs de bombardiers alliés. C'était la ville allemande de Dresde, célèbre pour ses nombreuses splendeurs architecturales, dont plusieurs palais magnifiques, et était très admirée comme le joyau baroque sur l'Elbe. Mais en plus d'être renommée pour sa beauté, Dresde était aussi un centre industriel, produisant de nombreuses marchandises pour l'effort de guerre allemand, avec l'avantage d'un important centre ferroviaire régional. Jusqu'à présent, elle avait échappé aux bombardements alliés en raison de sa distance des bases de la RAF, mais peu de temps après la conférence de Yalta, tout cela allait changer. Au cours des 13 et 14 février, 700 bombardiers lourds de la RAF ont décollé et ont bientôt envahi la ville. Avant longtemps, des milliers d'incendiaires et de bombes à haute explosion étaient largués sur les rues et les avenues élégantes de Dresde, et un terrible incendie a pris le dessus. À la fin du bombardement, la ville était réduite à des décombres et des ruines, et des milliers de personnes avaient perdu la vie. Selon les chiffres officiels, entre 21 000 et 35 000 personnes avaient été tuées, mais le chemin de fer que le raid visait à paralyser était resté intact. Cependant, la destruction de Dresde a eu peu d'effet sur l'issue de la guerre et le grand nombre de morts a offert au chef de la propagande nazie, Joseph Goebbels, une occasion unique d'embarrasser le commandement des bombardiers de la RAF et son chef, le maréchal de l'air, Sir Arthur Harris. Alors que la nouvelle de la perte des magnifiques palais et de la cathédrale de la ville, ainsi que des rumeurs de 200 000 morts, toutes habilement exagérées par Goebbels, circulaient dans les journaux suédois et suisses neutres, le ministère britannique des Affaires étrangères s'est montré convenablement alarmé. Mais les dévastations causées par les raids de bombardement alliés ne se limitaient pas à l'Europe, car loin dans le Pacifique, le major général américain Curtis LeMay coordonnait des attaques sur le Japon impérial qui s'avéreraient tout aussi horrifiantes que l'attaque sur Dresde. D'énormes Boeing B-29 Super Fortress avaient bombardé Tokyo et d'autres villes japonaises depuis des bases dans les îles Mariannes depuis novembre 1944, mais lorsque les attaques ne se sont pas avérées aussi efficaces que LeMay l'espérait, en janvier 1945, il a décidé de changer radicalement sa stratégie. La majorité des habitants des villes et des villages du Japon vivaient dans des maisons en bois et en papier. LeMay a donc réalisé que les incendiaires causeraient la plus grande dévastation possible.
Il a donc décidé que les attaques nocturnes à basse altitude seraient beaucoup plus efficaces que les raids diurnes à haute altitude. Le 24 février, 11 jours après l'annihilation de Dresde, les Américains ont lancé leur premier raid nocturne sur Tokyo avec 170 B-29 transportant uniquement des incendiaires dans leurs soutes à bombes. Les incendies qui en ont résulté ont détruit 1 km² de la ville, et ce raid n'était que le début. Deux semaines plus tard, dans la nuit du 9 mars, Lemay a organisé une attaque beaucoup plus importante sur la capitale japonaise, envoyant 325 B-29. Leurs soutes étaient remplies de bombes contenant du magnésium, du phosphore et du napalm hautement inflammables, tandis que leurs canons défensifs étaient retirés pour augmenter la portée et la charge utile. Lorsque les avions ont décollé, les conditions météorologiques étaient parfaites pour l'attaque. L'air était sec et de forts vents soufflaient, ce qui assurerait la propagation rapide des incendies dans la ville. Volant en formation, allant de 5 à 9 000 pieds au-dessus de la cible pour dérouter le tir de l'artillerie, les bombardiers américains étaient de bientôt au-dessus de la ville. Le ciel s'est rapidement illuminé alors que près de 1700 tonnes d'incendiaires étaient larguées en 3 heures. Alors que des vents violents attisaient les flammes, le feu a commencé à se frayer rapidement un chemin à travers les rues bordées de cabanes en bois. Alors que des dizaines de milliers de personnes tentèrent de s'échapper, leur route était bloquée par d'immenses murs de feu et ils n'avaient guère d'espoir de survie. 16 km² de la ville ont été consumés par les flammes et à l'aube, les corps, réduits en cendres, se dispersaient comme du sable. Plus de 100 000 âmes avaient péri dans les flammes. C'était le raid aérien le plus meurtrier de toute la Seconde Guerre mondiale et n'avait coûté au commandement des bombardiers américains que 14 B-29. Entre mars 1945 et le 15 août, date à laquelle les Japonais ont finalement capitulé, les équipages de bombardiers de Curtis LeMay ont détruit 64 villes japonaises, paralysé les industries de guerre de la nation et réduit 2,5 millions de bâtiments en décombres. Les Japonais estiment le nombre de morts civiles à plus d'1 million de personnes. 7 décennies plus tard, la controverse suscitée par les raids incendiaires sur Dresde et Tokyo hante toujours le monde. Néanmoins, à l'époque, des partisans du bombardement de zone comme le maréchal de l'air Bomber Harris et le major général LeMay justifièrent la tactique en affirmant qu'elle avait contribué à gagner la guerre. Même en 1945, le Japon ne montrait toujours aucun signe de capitulation et bien que les Alliés aient progressivement repris du territoire à l'Empire du Soleil Levant, de nombreuses batailles acharnées restaient à venir. Alors que les troupes américaines continuaient à se battre pour reprendre les terres qu'elles avaient perdues face à l'Empire japonais au début de la guerre du Pacifique, en janvier 1945, le général Douglas MacArthur préparait l'étape suivante de la reconquête des Philippines. Avec Leyte et Mindoro sécurisées, l'étape suivante de la campagne pour venger la défaite américaine de 1942 était l'invasion de Luzon, la plus grande île de l'archipel des Philippines. Le 9 janvier, 175 000 soldats américains appartenant à la 6e armée du lieutenant-général Walter Kruger ont débarqué sur la rive sud du golfe de Lingayen à Luzon. Défendant le territoire sur le terrain, le général japonais Yamashita a compris que les forces américaines avaient l'avantage en termes de puissance de feu et de mobilité. En conséquence, il a ordonné à ses 170 000 soldats japonais de se replier profondément dans la jungle, d'où il espérait qu'ils auraient une meilleure occasion de surmonter l'opposition.
Mais alors que la lutte se poursuivait tout au long de janvier, à la fin du mois, l'armée de Kruger se rapprochait de la capitale des Philippines, Manille, et les Japonais ont réalisé que leur emprise sur l'île s'affaiblissait. Pendant ce temps, des débarquements secondaires de forces amphibies américaines et de parachutistes sont venus soutenir l'armée de Kruger. Et le 3 février, les premières troupes américaines ont atteint Manille. Trois ans plus tôt, des soldats américains vaincus avaient défilé dans les rues avec leur général, Jonathan M. Wainwright, abattu et débraillé alors que les Japonais regardaient en triomphe. Ceux qui avaient survécu aux épreuves des dernières années étaient toujours détenus prisonniers avec de nombreux civils et la première mission de Kruger était de libérer les milliers de personnes qui souffraient encore dans les camps de prisonniers japonais. Alors que les 1e et 8e divisions de cavalerie américaines et les guérilleros philippins avancèrent dans la banlieue nord de la ville, 6000 civils, philippins, américains et citoyens du Commonwealth britannique, ont été découverts internés à l'université de Santo Tomas ainsi que 1000 prisonniers de guerre américains à la prison de Bilibid. Pendant ce temps, 2 raids de commando organisés par les forces spéciales américaines ont libéré des centaines de captifs affamés et malades dans les camps de Cabanatuan et Los Banos. Alors que des combats éclataient dans toute la ville, les prisonniers ont rapidement été libérés et évacués en sécurité, tous les efforts étant faits pour reprendre le contrôle de Manille. Ironiquement, tout comme MacArthur en décembre 1941, Yamashita avait voulu épargner la belle capitale des Philippines de la destruction et avait ordonné à ses troupes de quitter la ville. Cependant, 16 000 soldats navals japonais et près de 4 000 soldats dirigés par le contre-amiral Sanji Iwabuchi ont désobéi à ses ordres et ont réoccupé la ville, les combats s'intensifiant rapidement pour devenir ce qui a été enregistré dans les livres d'histoire comme la pire bataille urbaine du théâtre de guerre du Pacifique. La population civile de Manille s'est retrouvée prise dans les tirs croisés mortels et de nombreuses personnes ont été tuées, des milliers d'entre elles étant abattues ou bâillonnées alors que les hommes d'Iwabuchi se déchaînaient. Les femmes et les filles philippines ont été traquées, violées et assassinées par dizaines, et alors que les Américains continuaient à bombarder la ville avec des raids aériens et des attaques de chars, encore plus de vies ont été perdues. Les combats ne se sont terminés que le 3 mars, lorsque la garnison japonaise a été entièrement anéantie, moment auquel le nombre de morts civils avait atteint des proportions stupéfiantes. Mais pour les Américains et les Philippins, la victoire avait un prix élevé. Il y a eu 6000 victimes américaines, dont plus de 1000 morts, et alors que la ville était en ruine, le nombre de morts civils a atteint environ 100 000. C'était des temps terribles pour les habitants de Manille. Et alors que les Américains tentèrent de rétablir l'ordre, alors que les civils essayaient de reconstituer leur vie en miettes, les plans alliés pour envahir le Japon se poursuivaient à un rythme encore plus déterminé. En fait, alors que la bataille de Manille faisait rage, une énorme force d'invasion amphibie américaine composée de porte-avions, de cuirassés, de croiseurs et de destroyers de la 5e flotte américaine se dirigeait vers l'île d'Iwo Jima à 800 miles au sud du Japon continental. Normalement inhabité, Iwo Jima mesurait à peine 4 miles de long et un peu plus de 2 miles à son point le plus large. Dominant son extrémité sud, se trouvait le mont Suribachi, un volcan éteint de 546 pieds de haut. Le plan était de transformer ce tas de roches et de cendres volcaniques en une grande piste d'atterrissage pour les B-29 superforteresses du général Curtis LeMay et les chasseurs d'escorte P-51 Mustang. Cela rapprocherait les bombardiers de LeMay de Tokyo et aiderait à terroriser les villes japonaises.
L'attaque sur Iwo Jima a commencé par 10 semaines de bombardements intensifs et 3 jours de bombardements navals pour détruire les défenses japonaises. Puis à 2h du matin le 19 février, l'opération Detachment, l'invasion d'Iwo Jima, a commencé. Alors qu'une tempête d'explosifs de haute puissance et d'acier s'abattait sur l'île, 70 000 Marines américains se préparaient à un débarquement d'assaut et juste avant 9h du matin, les premières vagues de Marines américains ont atteint la plage. À leur grande surprise, ils n'ont trouvé aucun signe de l'ennemi et pendant un moment, ils ont pensé que des semaines de bombardements et de tirs d'artillerie avaient détruit les défenses japonaises. Cependant, la réalité de la situation était tout à fait le contraire et le bombardement américain massif avait laissé la garnison de 23 000 hommes d'Iwo Jima pratiquement indemne, cachés dans un vaste complexe de tunnels, de bunkers, de fosses à armes et d'emplacements de canons. Soudain, l'air a été rempli du grondement du plus lourd tir de mortier et d'artillerie que beaucoup de troupes américaines aient jamais vu, provenant en grande partie des emplacements de canons sur le mont Suribachi. La scène a été décrite par un reporter comme un cauchemar de l'enfer. Néanmoins, malgré le nombre croissant de victimes, les forces américaines se sont lentement rapprochées de la base du mont Suribachi. Cela a entraîné le confinement des troupes japonaises défendant la montagne et le 5e jour de l'invasion, le 23 février 1945, une patrouille de Marines a réussi à atteindre le sommet et à déployer les étoiles et les rayures. Peu de temps après, 5 Marines américains et un médecin de la marine américaine ont hissé un deuxième drapeau américain beaucoup plus grand sur le mont Suribachi. Et la photographie dramatique prise de l'événement a rapidement fait le tour du monde. Elle est devenue le symbole du courage brut du corps des Marines américains, mais la bataille d'Iwo Jima était loin d'être terminée. 3 des hommes présents sur la photo émouvante de Joe Rosenthal ont été tués peu de temps après, alors que les 4e et 5e divisions de Marines, renforcées par la 3e division de Marines américains, s'efforcèrent de nettoyer le reste de l'île. Les Marines y ont subi des pertes extrêmement lourdes alors qu'ils se battaient pour Iwo Jima, littéralement mètre par mètre. Au cours d'un mois de combats acharnés, les Japonais d'Iwo Jima ont été progressivement arrachés de leurs cachettes souterraines, mais cela a coûté la vie à de nombreux Américains. Le 16 mars, Iwo Jima a été officiellement déclaré sécurisé, mais il a fallu encore 5 jours pour localiser et détruire le poste de commandement japonais sur le côté nord-ouest de l'île. Enfin, le 26 mars 1945, après 35 jours de combats acharnés, la bataille était terminée. De la garnison japonaise de 23 000 hommes de l'île, à peine 1000 avaient survécu en tant que prisonniers de guerre. Bien que les Alliés aient maintenant une base plus proche du Japon, d'où Curtis LeMay pouvait lancer son bombardement de terreur, les combats sur Iwo Jima étaient un avant-goût sinistre de l'épreuve qui attendait les marins, les soldats et les Marines affectés à la prochaine grande opération américaine dans le Pacifique. Dans la bataille contre le Japon, il s'agissait de l'invasion d'Okinawa, et tandis que les Marines se préparaient à une autre bataille, dans le nord-ouest de l'Europe, les armées alliées commandées par le général Dwight D. Eisenhower étaient prêtes pour la fin du jeu. Leur objectif était d'éliminer toutes les forces allemandes à l'ouest du Rhin, et ce faisant, de préparer le terrain pour l'offensive finale dans le cœur de l'Allemagne nazie. Enfin, le 23 février, l'opération Grenade a commencé lorsque la 9e armée américaine a lancé son assaut sur la rivière Ruhr, tandis que le groupe d'armées américain du général Omar Bradley lançait sa propre course pour le Rhin dans l'opération Lumberjack. Le 7 mars, des soldats de la 9e division blindée américaine ont saisi le pont Ludendorff à Remagen avant que ces défenseurs allemands, stupéfaits, n'aient eu le temps de mettre correctement les charges de démolition. Avec une rapidité foudroyante, le général Bradley a ordonné à la première armée américaine de faire passer autant de troupes que possible par le pont.
Le général Patton était également actif, et le 21 mars, sous son commandement, la 3e armée américaine avait encerclé les divisions allemandes dans son secteur. 24 heures plus tard, les hommes de Patton avaient traversé le Rhin entre Mayence et Mannheim et leur tête de pont était sécurisée. En 6 semaines, les Allemands avaient perdu 290 000 soldats à l'ouest du Rhin. Avec les Alliés de l'autre côté du dernier obstacle naturel majeur à l'ouest, les nazis ne pouvaient de guère empêcher les Britanniques et les Américains de progresser jusqu'à Berlin. Lorsque le Premier ministre britannique est arrivé le 24 mars, il a traversé le Rhin et a posé le pied sur sa rive est, dans un moment vraiment symbolique. Churchill était maintenant impatient de se diriger vers Berlin, mais avec tant de militaires alliés déjà perdus dans des batailles amères, le 28 mars 1945, Eisenhower a pris une action décisive pour commencer la dernière étape de la campagne pour le nord-ouest de l'Europe. Au grand désarroi de Churchill, Eisenhower, qui avait l'intention de minimiser les pertes alliées, a déclaré que Berlin n'était plus un objectif militaire majeur, laissant la tâche de sécuriser la dernière forteresse d'Hitler aux Russes. À peine croyant la nouvelle, à l'Est, Staline a ordonné au maréchal Zhukov et au maréchal Konev de se rendre au Kremlin pour planifier l'offensive finale de l'armée rouge contre l'Allemagne nazie. Bientôt, les Soviétiques commencèrent leur avance et en seulement 2 mois, la guerre européenne serait terminée, mais pour l'instant, le compte à rebours final pour Berlin venait de commencer et la bataille la plus importante de toutes était sur le point de se jouer.